Salut, c'est Madame Meuf. Chers camarades et chers camarades, voilà, j'ai fait ça de manière très inclusive. Me voici de retour pour de vrai en 2026. Je fais les vœux après janvier, mais écoutez, je ne suis pas très conformiste. Il faut faire fi de l'habitude. Je suis bien contente de revenir à ce micro. Vous allez peut-être le voir dans la vidéo, j'ai le teint beaucoup moins vert que dans les précédentes occasions où j'étais en fin de chimio et on avait quand même très envie de me dire « Ouh là là, madame, va te coucher, tu ressembles à une morve ». Et alors, désormais, c'est vraiment nettement mieux. Salut la caméra, salut Bababam et salut Marine Pétroline. C'est Marine qui vient aujourd'hui dans Madame Meuf pour nous causer. Salut. Salut Hélène. Et tu vas nous causer de quoi alors dans l'école des fans? D'un sujet hyper fun. Hyper fun. Le sexisme au travail. Ouais, le sexisme au travail, on en parle, mais Marine, elle fait un truc en plus, c'est qu'elle va leur en parler in situ. Elle fait des formations dans les entreprises pour leur dire que c'est quand même pas bien d'avoir envie de tâter le fion à Jocelyne. Voilà. Elle le dit au cœur du réacteur. Voilà, au cœur du réacteur. Et tout de suite, moi, j'imagine le Sénat de la République, la maison close. Et qu'est-ce que le réacteur dans ce cas-là? C'est le calbut. On va être donc sur, comme d'habitude, entre un petit humour de Régis et du féminisme. Et ça, c'est du bon boulot. Comme ça atteint tous les foyers français. On fait un générique. Je sais pas ce que j'ai. Je suis surexcitée. Je suis ravie de te recevoir. C'est parti. Salut, c'est Madame Meuf. Oh yeah. Et bam. Et bam, c'est Madame Meuf. Donc ouais, Marine, moi j'avais cette question, c'est que moi je travaillais donc au Sénat avant comme sous-fifrette, et j'ai une copine qui s'appelle Fiona Texer qui fait elle des formations dans le milieu politique, en tout cas qui tentationne de le faire sans les tenter. Et aujourd'hui là, par exemple, récemment on a eu l'affaire Joël Garriaud, donc qui est une affaire de VSS au travail exceptionnelle, l'affaire Joël Garriaud. Donc c'est un sénateur pardon, les mots vont plus vite. Un sénateur qui a drogué soumission chimique, drogué une députée à des fins récréatives pour lui, dit-il, qui a été accusé d'ailleurs. Et donc Fiona disait dans la presse, le problème c'est que par exemple le Sénat depuis, et puis c'est pas la première histoire, n'a toujours pas d'atelier, et donc là, elle y allait. Est-ce que toi, est-ce que quand t'es appelée, est-ce que tu crois que c'est un truc de féminisme washing, ou est-ce qu'il y a une véritable volonté? Alors, pas toujours, ça dépend. Je pense que oui, il y a des cas de plus que de féminisme washing, c'est on ouvre le parapluie pour pouvoir dire s'il y a un problème. Regardez les gars, les meufs, les gars, c'est problématique comme inclusivité, cette expression d'ailleurs. Arrêtez de dire les gars, voilà. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur, dans le droit du travail, a l'obligation d'assurer la santé et sécurité des salariés, et pour ça, il doit prévenir, faire cesser et sanctionner tout type de violence. Et donc dans le prévenir, ça veut dire faire de la prévention. Donc il y a pas mal d'entreprises ne l'auront pas, qui disent « Ah, vas-y, on va former tout le monde, on va faire un e-learning. » Voilà, ça peut s'arrêter parfois des petites affichettes dans les toilettes. Oui. Niveau 1, niveau 2, e-learning, niveau 3, vraie formation. Une plaquette avec des bullet points de l'ordre, vraiment des trucs qui changent la vie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bon, mais on va dire, même si c'est ça la motivation première, tant mieux, ça nous permet de toucher des gens qui sinon n'entendraient jamais parler de ces sujets. Et on a aussi le cas des boîtes qui se disent « Ouh là là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que y a un truc qui est sorti, quoi. » on est passé dans Balance ta startup ou Balance ton agency, où il y a eu un cas de harcèlement sexuel qui est peut-être pas sorti dans la presse, mais qui a beaucoup fait parler en interne, et on dit qu'il faut faire le ménage. Alors ça, c'est pas l'idéal, parce que quand on arrive, nous, en mode pompier, après, où le feu est éteint, mais les braises sont encore chaudes, c'est pas top. Donc, idéalement, on arrive quand il y a un vrai plan d'action d'égalité professionnelle et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qui est pris en compte à tous les niveaux, et c'est pas juste, tiens, on fait une formation par là pour pouvoir dire ensuite au prud'homme, ah non, mais regardez, on avait quand même formé les gens. Voilà, donc j'aime à croire quand même que pas mal de boîtes sont de bonne composition, même si on ne se leurre pas. Et puis en même temps, même si c'est parce que féminisme washing, parce qu'il s'est passé un truc, tant mieux, on prend, et que ça nous permet d'aller planter des petites graines dans certains terreaux. Justement, toi, t'as un podcast qui s'appelle Chronique du sexisme ordinaire. T'as sorti ce livre, on va le montrer. Elle le montre bien. Et donc, toi, tu es habitué, évidemment, à avoir des publics avertis.
Comment ça se passe quand tu tombes sur des gens qui sont pas du tout au courant voilà. Est-ce qu'ils trouvent ça cool ou est-ce que vraiment ils s'en battent les bilboquets, les baloches avec un bilboquet? Alors, on a de tout, mais globalement, quand même, les gens sont plutôt moi, je trouve, de bonne composition. Alors, ça va dépendre aussi, est-ce que la formation est obligatoire ou pas? Évidemment, quand c'est pas obligatoire, t'as des gens quand même intéressés, qui savent déjà un peu des trucs, etc. Il y a pas mal de boîtes aussi, c'est pour tous les managers, c'est obligatoire, pas le choix. Mais globalement, moi, je trouve que les gens sont quand même assez curieux. Ils vivent dans une société où ils ont compris qu'il se passait un truc. Ils sont curieux, ils sont plutôt de bonne composition, même si forcément, on va toujours rencontrer certaines objections. Mais les objections qu'on connaît, c'est toujours les mêmes. Ah oui, mais quand même, mais on ne peut plus rien dire. Ah oui, mais les femmes, elles le cherchent un petit peu. Ah, mais quand c'est oui, en fait, quand c'est non, c'est un peu oui quand même. Enfin, et ça, bon, on l'explique, on fait beaucoup de pédagogie. Et le job, quand tu vas en formation, c'est de prendre les gens là où ils en sont sur leur chemin, quoi. Et moi, je m'appuie beaucoup sur le groupe. Quand les gens, justement, ça part dans des trucs un peu, des tensions un peu comme ça, demander aux autres, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et utiliser vraiment la régulation par le groupe. Et quand c'est 3-4 collègues qui disent, non, tu peux pas dire ça, ça passe mieux que quand c'est moi, par exemple. On va utiliser ça. Et globalement, moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est des gens qui, à la fin, sont soulagés. En fait, soulagés quand on ait posé un cadre. Parce que quand on vient parler de violences sexistes et sexuelles au travail, on part vraiment de ce que dit la loi. Et moi, je dis tout de suite aux gens, je suis pas là pour vous faire changer d'avis. Moi, je suis là pour vous expliquer ce qui est autorisé, pas autorisé. En fait, vous expliquer vos responsabilités et faire en sorte que vous fassiez pas de la merde. Mais si vous en faites, maintenant, au moins, vous serez au courant. Ouais, en fait, c'est pas une opinion, ça. C'est une responsabilité, comme tu dis, c'est du droit, quoi. Voilà, c'est du droit. Et on part du code du travail, donc on part l'obligation de santé et sécurité de l'employeur et la caractérisation des faits. C'est quoi un agissement sexiste? C'est quoi un outrage sexuel? C'est quoi du harcèlement sexuel, une agression sexuelle, un viol? Oui, et en face, on met des exemples. La pyramide. La pyramide des violences sexistes et sexuelles appliquée vraiment à ce que dit le code du travail. Et on dit, voilà, c'est la loi. Donc déjà, que tu sois d'accord, pas d'accord, tu peux aller en parler aux députés, aux sénateurs si tu as envie. Mais en tout cas, ça s'applique. Voilà. Et c'est comme, moi je fais souvent des parallèles avec la sécurité routière, quoi. Tu peux penser que, putain, c'était vraiment trop bien quand on pouvait rouler à 200 sur l'autoroute. Oui, sauf que t'as pas le droit. Et si tu dépasses la limite de vitesse, il y a des radars et tu peux te faire avoir et tu sais qu'il faut pas le faire, quoi. Et voilà, là c'est pareil. Les gens, ils peuvent penser que les meufs, j'en ai rien à foutre et moi j'ai envie de tâter le cul de Simone ou de la stagiaire. Mais bon, je m'a dit que c'était pas bien, que je risquais des emmerdes et je vais pas le faire. Bon, moi j'aimerais bien te convaincre que c'est pas bien, hein, idéalement, mais bon, tu continues à penser ce que tu veux. L'important c'est que tu fasses pas de la merde. Et c'est ça que cherchent les boîtes, en fait. Hein. Ouais, mais justement... Je pense qu'aujourd'hui, personne va aller te dire on peut lui mettre la main au cul. Il y a un geste, il y a quelque chose. Mais cette fameuse pyramide des violences, est-ce que les gars ils catégorisent pas? Parce que c'est quand même un argument fort de dire ça va, il y a pire, il y a plus grave. Exactement. Quand même. Et ça d'ailleurs, en formation, quand on parle à partir de harcèlement sexuel, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de débat, tu vois. C'est oui, ok, c'est pas bien, faut pas le faire, et personne va te dire oh mais quand même. Quand on parle de ce qu'il y a en dessous, donc globalement que dans la loi, ce que le code du travail appelle les agissements sexistes, qu'on peut dire en gros le sexisme ordinaire, quoi. Les blagues, les remarques sur tiens, t'as qu'à aller faire le café parce que t'es une femme, etc. Oui, la tenue. Ce genre de trucs, les remarques sur la tenue, sur la parentalité, c'est pas ta femme qui va chercher les enfants à l'école ou ce genre de choses. Ça, il y a beaucoup plus de débats chez les gens et beaucoup plus de friction, beaucoup plus d'objections, mais quand même ça va. Et donc l'explication qu'on amène, c'est oui, mais en fait c'est ce sexisme plus anodin qu'on va plus tolérer qui nourrit les violences les plus graves. C'est le terreau, en fait, de violences plus graves. Et donc, lutter contre ça, c'est un peu comme saper les bases de la pyramide qui va s'effondrer. Ouais. Et alors, il y a un secteur où ça marche bien, et où on pourrait se dire « Ah tiens, j'aurais pas pensé ». C'est l'industrie et le BTP. En fait, je te vois interloqué. Tu les déconstruis au burin, du coup. Voilà. Dans ces milieux-là, depuis 20-30 ans, il y a eu un énorme travail fait sur la culture de la sécurité. Et c'est rentré dans les esprits que la sécurité, c'est l'affaire de tous, que c'est les petits accidents pas très graves qui augmentent la probabilité d'un accident plus grave. Okay. Et comme on a la pyramide des violences sexistes et sexuelles, il y a la même chose. Il y a un truc qui s'appelle la pyramide de Bird, avec les incidents, les accidents pas graves, les accidents graves, les accidents mortels. Ouais. Et dans ces milieux, quand j'explique la pyramide et que je dis, en fait, c'est la même chose que pour les accidents,
Il y a un truc là, les gens, ils ont tout de suite capté le concept. Si tu laisses passer un petit, ce que tu considères comme une petite broutille, ça commence à faire... Voilà, donc quand je fais ce parallèle-là, comme c'est intégré dans leur culture professionnelle, là, ils captent tout de suite. Je leur explique, oui. Et globalement, quand on tolère les remarques et le sexisme un peu qui prêtent pas trop à conséquence, on a l'impression que ça prête pas à conséquence, mais il y a des conséquences, ça nourrit un climat qui va favoriser les violences les plus graves. Et là, tout le monde est d'accord que les violences les plus graves, c'est pas bien. Ouais, ok. C'est qui tes publics ? C'est les big boss, ils viennent, les sachants, là ? Alors, il y a de tout. Moi, vraiment, mon credo, c'est, comme le dit ma consoeur Léna, avec qui je travaille très souvent, qui vient du milieu du BTP, les escaliers, ça se nettoie par le haut. Ouais. Donc, idéalement, il faut d'abord qu'on bosse avec les big boss, le CODIR, etc. Donc, on a souvent beaucoup les managers, parce qu'ils ont une responsabilité. Qui sont tampons entre les deux et qui en chient globalement dans la vie. N'est-ce pas, pris entre le marteau et l'enclume. Mais on peut aussi avoir vraiment tout type de collaborateurs, collaboratrices, comme on dit dans le monde corporate. Enfin, tout le monde. Donc, tout âge, tout secteur, tout métier, etc., etc. Et idéalement, si une boîte veut bien faire les choses, oui, il faut former tout le monde, mais en commençant par le haut. Parce que les escaliers, ça se nettoie par le haut. Et pourquoi tu les mélanges pas ? Alors, les chefs, les moyens chefs et les pas chefs mais du c'est tout. pas idéal parce que comme c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de représentations, de fantasmes, d'objections, de rapports de domination également. De rapports de domination également, tout à fait. Tu as prononcé le mot. En fait, nous, on va beaucoup se baser, tu vois, sur faire discuter les gens ensemble, la régulation par le groupe, etc. Et donc, si tu mets des chefs, les gens vont moins parler, vont moins s'autoriser à discuter. Donc, alors, il y a certains contextes où on va le faire pour que justement montrer que les chefs, ils sont dedans, mais tu as briefé les chefs avant. Ouais. Mais si tu te dis, là, on est dans un contexte où on veut que les gens, ils en discutent, qu'ils se sentent libres de poser toutes les questions, etc., c'est parfois pas top d'avoir le big boss. Parce que peut-être qu'ils vont rien dire. Et en fait, ils en pensent pas moins et tu passes à côté. Oui, peut-être que le big boss est le problème. Aussi, alors, quand le big boss, c'est le problème, évidemment, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, on a souvent la question, oui, mais quand c'est le manager ou le big boss, le problème qui est à l'origine de harcèlement sexuel, par exemple. Donc là, on explique, vous avez d'autres recours. Il y a les élus du personnel, la médecine du travail, l'inspection du travail, même si on sait que ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts du jour au lendemain. Ouais. Il y a toujours la nécessité de manger et la peur d'être blacklisté. Et sur le côté, les chefs, pas les chefs et tout, il y a aussi un truc. Alors là, on se dit, bon, tant mieux, ils font quelque chose, mais ça laisse un petit goût amer. On a aussi des boîtes où, allez, on forme tout le monde, il s'est passé quelque chose, il ne faut pas qu'on laisse passer. Et c'est quand il s'est passé quelque chose à la base, quand c'est dans les étages inférieurs, tu vois. D'accord. Genre dans un milieu industriel, quand c'est les ouvriers qui ont fait des trucs pas bien. Et quand c'est les big boss, quand c'est dans la moquette, tu vois, là, on va un peu plus le passer sous le tapis, quoi. Ouais, ok, d'accord. Grand classique. À quoi ça ressemble un atelier ? Comment tu les détends, nos amis ? Alors, il y a différents formats déjà. Et ça, c'est vachement important en amont avec le commanditaire quand on nous appelle. Oui, on va faire un truc. On fait une petite autopsie, quoi. De où vous en êtes, c'est pour qui, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et selon où en est la boîte, on va pas faire la même chose. Selon où en sont les gens. Ça m'est arrivé une fois. Alors, j'ai un spectacle aussi, comme toi. On est camarades de micro et de scène. Et j'ai adapté le podcast en spectacle. Et je me suis rendu compte un peu à mes dépens que le spectacle, par exemple, quand c'était un public très réfractaire. Donc ça m'est arrivé une fois dans un séminaire de managers d'une grosse boîte de l'énergie, les managers d'une région en charge de la maintenance. Ah bah putain, j'avais l'impression d'avoir des statues de pierre. Tu vas leur faire un camion poète pour les détendre, ils adorent ça. C'était dur. Donc déjà, en le faisant le spectacle, je sentais que c'était dur. Même si, souvent, dans les boîtes, les gens, ils sont pas... C'est pas comme quand ils vont au café-théâtre voir un spectacle... ils sont toujours très calmes, ça rigole beaucoup moins que quand tu es dans une salle grand public, on va dire. Mais là, je sentais, tu vois, qu'il y avait de la froideur. Ouais. Et ça m'a été confirmé par la cliente qui m'avait fait venir après, qui était d'ailleurs, c'était tout à fait fait en accord avec la direction et tout. Elle me dit, ah oui, je vous cache pas que certains... Et on est presque un peu passé à côté du truc. C'est que parfois, si tu les prends trop à rebrousse-poil... caricaturale, féministe. Ouais, voilà, et ils t'écoutent plus. Okay. Donc genre, tu vois, il y a
Et puis alors souvent, ils vont se focaliser sur un micro-truc. Tu vois, dans le spectacle, il y a une blague sur les tampons. Ouais. Et alors ça a été, non mais moi, est-ce que je fais des blagues sur la prostate ? Bah, tu devrais peut-être, Michel. Ouais. Voilà. Et- Donc quand ils sont trop réfractaires, là je vais plus dire, ok, alors on va parler de biais cognitifs et de stéréotypes. T'inquiète pas, Michel, c'est pas toi, c'est ton cerveau. Ouais. Selon le public, tu vois, on va attaquer sur le cadre légal ou pas. Ouais. Si tu vois, il s'est un peu passé des choses, qu'il y a eu des cas, que c'est tendu, on va aussi prendre les managers pour leur dire, bah voilà le cadre légal, ce que vous risquez pas, vos responsabilités et tout. Et ça, on va plutôt faire avec les managers, avec les dirigeants aussi. Ça, le côté cadre légal et la peur du gendarme, ça marche bien. On va pas le faire avec d'autres types de populations. Où on va se baser sur des choses plus, tu vois, des serious games, des ateliers de mise en situation. Des serious games. Des serious games, des jeux sérieux. Ah, ok, des jeux sérieux. Donc des trucs, tu vois, un peu gamifiés, comme on dit dans la Startup Nation. Ouais. Voilà. Ou des choses beaucoup... ce qui marche bien, c'est tout ce qui va faire discuter les gens, de la mise en situation, donc des choses un peu inspirées du théâtre au forum. Ouais. Alors Ça, j'en faisais. Oh, je me faisais des ovaires en or. C'est comme ça Ah qu'on dit. voilà, Ouais. bah, beaucoup de gens du spectacle, des saltimbanques, vont faire des trucs en entreprise Non, pour moi, j'ai gagner arrêté, de l'argent. mais parce que j'avais retrouvé les mêmes gens, en fait. C'est le même mépris de classe, insupportable. Mais bon. sauf que t'es mieux payé. Voilà. Et donc moi je fais des trucs, alors je fais pas du théâtre au forum en tant que tel, mais je fais jouer aux gens des petites scénettes. Bah, alors toi tu fais le rôle de bidule, toi tu fais le rôle de machin, donc les gens Ok. bon, faut que les gens soient habitués à ça, que ce Et soit ça, pas un c'est pas mal public que trop... tu fasses faire au Big Boss, justement. Il descend un peu de son piédestal. Bah là justement c'est prévu, là il y a une boîte où il y a un groupe en gros de femmes qui ont décidé de un peu faire des trucs et ont réussi à obtenir un budget de la direction. Donc on fait un atelier comme ça, sexisme au travail, sexisme ordinaire au travail. Là on s'est focalisé sexisme ordinaire, ça dure 2 heures parce que y a pas mal de boîtes où quand tu dis certains milieux, genre le monde du conseil, le monde des entreprises du numérique, des ESN où le temps pas facturé aux clients c'est péché. Ouais. Et quand tu dis ah oui, bah faudrait une demi-journée parce que même un peu plus, même une journée, même plusieurs fois dans l'année pour déconstruire des dizaines et des dizaines d'années bien de sûr. conditionnement sur ces sujets. Ah là, c'est pas possible. Donc, bah, tu t'adaptes, tu dis, OK, bah, on va réduire à 2 heures, on va faire un truc qui va un peu les interpeller, leur ouvrir les chakras. Et dans cette Et boîte, on donc, fait ça tous les marche sur managers. les stéréotypes, les idées reçues, les trucs que tout le monde connaît, c'est ça ? Ouais, bah, donc par exemple, tu vois, ça marche bien, même si on sait que les formations aux biais cognitifs et stéréotypes de genre, ça ne suffit pas. Et globalement, et ça, moi, c'est un de mes combats, sensibiliser, faire des formations, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut passer par les process et les pratiques managériales. Ça veut dire quoi ? Tu regardes comment ils font et là où c'est déconnant. Donc Les c'est de l'audit, process, quoi. les process RH, ouais. Et donc, c'est... Donc c'est dès le recrutement, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, J'essaye de dans le traduire en personnes qui travaillent pas dans un open space. c'est ça. Donc, en gros, on va regarder, OK, comment ça se passe quand on recrute quelqu'un ? Comment ça se passe quand une personne veut évoluer ? Comment est-ce qu'on fait évoluer un petit peu ? Quand on lui propose des formations, on lui propose un nouveau poste, etc. Est-ce qu'on fait que des réunions à 19h Voilà, les réunions, tout ce qui va être message, tout ce qui va être lié à la parentalité, quand les gens ils ont des enfants, comment ça se passe, etc. Donc tout un peu ces domaines de la vie de l'entreprise, plus ou moins administrativo-techniques, plus ou moins pratiques du quotidien, il faut le regarder vraiment avec la loupe du genre, avec les lunettes en fait. Est-ce qu'on n'a pas des pratiques qui, de manière indirecte, vont favoriser les hommes, défavoriser les femmes. Il y a des trucs, par exemple, alors dans les grosses boîtes, tu as pas mal de grosses boîtes où si tu es parti en expatriation, c'est favorable à ta carrière. Ensuite, tu vas avoir un poste plus important et tout. Sauf qu'on sait que partent plutôt en expatriation les hommes quand tu mets des dispositifs où tu n'accompagnes pas le conjoint. Parce qu'en gros, dans un couple hétéro, une femme va beaucoup plus accepter de sacrifier une partie de sa carrière et suivre son mec en Chine ou je ne sais où, que l'inverse. Et donc, tu crées de la discrimination indirecte. C'est une pratique qui est neutre en apparence. On se dit, bah attends, c'est égal, tout le monde peut partir, accepter un poste d'expat et tout. Voilà. Et faire copine avec la nanny. Exactement. Et où, en fait, bah non, en vrai, ça crée un déséquilibre. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, des organisations qui se diraient, vas-y, on forme tout le monde, on fait une conférence pour le 8 mars, on fait un atelier biais et stéréotypes inconscients. Ah ouais, le 8 mars, t'as beaucoup de taf. Ouais, je me fais des ovaires en or le 8 mars. Et d'ailleurs, alors, petit appel aux entreprises, je sais pas si vous allez, à quel moment vous allez écouter ce truc, mais ne vous réveillez pas le 30 janvier pour faire un truc le 8 mars. Hein, ça anticipe un petit peu quand même. Voilà. Donc, en gros, il faut regarder un peu tout ça. La formation, la sensibilisation, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant si on s'attaque pas à l'ensemble de l'affaire, quoi. Est-ce que tu as des réflexes à conseiller ? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont déjà venus te voir en direct en disant moi madame ça va pas ? Est-ce que tu as déjà eu à dénoncer des attitudes ? Est-ce que tu as déjà vu genre obviously que ça déconnait ?
Et qu'est-ce que tu peux faire? Et surtout, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme réflexe pour quelqu'un ou quelqu'une qui se retrouve, allez, quelqu'une, disons-le, qui se retrouve à pas finalement oser ou à pas avoir les fameuses formations dans son entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut faire sans se mettre dans la mouise et tout en se protégeant? Ouais. Alors déjà, est-ce que moi, on m'a déjà raconté des trucs? Alors, il y a les gens qui viennent me voir en off, pas forcément quand je suis en formation, parce qu'ils savent que je parle de ça, ou qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire « Ah, il s'est passé ça, etc. » Ce qui est différent de, forcément, quand je viens dans une entreprise pour faire un atelier, une formation, il y a un cadre. Et d'ailleurs, je préviens les gens, je dis « Si on va discuter, on va donner plein d'exemples, ça va sûrement vous faire penser à des choses. Vous pouvez partager et on va discuter des cas qui sont arrivés. Mais je vous demande d'anonymiser, parce que si vous dites ça m'est arrivé hier et c'était avec Bob, Micheline, moi je vais devoir le faire remonter. C'est une obligation professionnelle, en fait. Et un truc qui m'est arrivé une fois, c'est on discute par exemple des surnoms, tu vois, des surnoms qui peuvent être dévalorisants, etc. Et là il y a quelqu'un qui explique bah oui, à Bidu on lui donne tel surnom qui est un truc hyper raciste. Ouais. Et donc là, ok, c'est pas sexiste, mais je dois quand même moi faire remonter dire à la RH ou au manager qui m'a demandé de venir. Là, il y a un sujet. Voilà. Donc après, quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il y a un truc. Ces grains de riz, c'était chez les Balkany, non? Tu te rappelles pas de Madame Balkany qui appelait l'assistant grain de riz? Voilà, ça, on adore. Donc ensuite, sur comment réagir quand ça nous arrive. Alors déjà, faut se détendre et on réagit comme on peut et pas se culpabiliser de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Et puis c'est pas la même chose de réagir quand on est alternante, toute jeune, qu'on vient d'arriver dans la boîte et que le problème vient d'un mec assez haut placé, que quand on a 20 ans de boîte. Bien sûr, mais sauf que les agissements, enfin c'est un des procédés majeurs de ces agissements-là. Complètement. Donc, de s'attaquer aux personnes les plus précaires. Donc là, c'est l'intérêt de faire créer un collectif aussi. Ouais. Et donc c'est quand on est témoin. Surtout, est-ce que je suis victime de quelque chose? On m'a dit quelque chose à moi, on m'a fait quelque chose à moi, ou est-ce que j'en suis témoin, direct ou indirect? Et les témoins sont hyper importants. Donc déjà, allez, admettons, on prend un cas pas trop grave, une blague dévalorisante ou un propos sexiste à l'encontre d'une personne. Donc il y a une personne visée, il y a quelqu'un qui dit un truc pas cool, et vous êtes là et vous entendez ce qui se passe. Voire vous faites partie de la conversation. Donc la première chose déjà, c'est de dire je suis pas d'accord. Alors si vous vous sentez pas d'être dans l'opposition, ce qui peut être difficile, hein, il faut faire gaffe au pli, donc ça parte pas en clash. Votre but c'est de faire en sorte que ça cesse, qu'il n'y ait pas une blague qui se rajoute à une blague et que ça parte un peu en sucette. Donc vous pouvez questionner déjà. C'est un truc hyper. Ça tout le monde peut faire. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui, ou tu répètes. Voilà, tu répètes le truc. Ah donc voilà. Donc ces petits trucs un peu d'autodéfense verbale qui permettent aussi de gagner du temps, de vous dire ok où est-ce qu'on en est. Éventuellement à la personne, si c'est pas un mauvais bougre, c'est juste de se rattraper. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, machin et tout. Donc de pas perdre la face. C'est important que la personne qui à l'origine des propos problématiques se sente pas attaquée, parce que sinon ça va partir en conflit, en autodéfense, et ça va passer. Vous allez rater votre objectif. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Puis on peut dire clairement, non, moi je suis pas d'accord avec ce genre de propos. Toujours parler en son nom ou en nom de la loi. Dire écoute, c'est le genre de choses qui n'est pas autorisé au travail, qui n'est pas dans les valeurs de l'entreprise, si vous voulez avoir un discours un petit peu corporate, voilà. Après, dire moi ça me fait pas rire, vous parlez en votre nom, oui. Voilà, et j'ai plus envie d'entendre ça. C'est des techniques qu'on connaît quand vous maîtrisez les trucs de communication non violente, hein. C'est un peu ces choses-là. Bien sûr. Mais pas tomber dans le syndrome du sauveur de la sauveuse, du chevalier ou de la chevalière servante, et dire mais tu te rends compte, c'est vraiment dégueulasse ce que tu lui dis, regarde, elle rougit, la pauvre. Non. On fait pas ça. Idem, quand c'est des propos racistes, on fait pas le sauveur ou la sauveuse blanche qui s'oppose aux méchants racistes. Donc attends, donc en fait c'est quand même pas simple. Peut-être le plus simple c'est peux-tu clarifier ton propos, Voilà, par exemple. Ouais, en effet, parce que en fait, la communication non violente, je ne sais pas si tu connais Hanok Levin, c'est un auteur de théâtre qui a fait une pièce absolument à mourir de rire sur ce truc-là, où justement, tu sais, les gars, ça finissait sur je ressens que j'ai vraiment envie de te foutre mon poing dans la gueule, mais tu vois, et donc, c'est vite un peu caricatural. Et donc, c'est des schémas. Moi, souvent, quand je fais aussi des formations au feedback, et comment donner un bon feedback, donc un retour constructif sur un comportement, etc. Je dis ces schémas-là, type communication non violente, c'est bien vous pour préparer ce qui se passe, enfin, analyser un peu ce qui se passe en vous, préparer, mais pas à suivre pas à pas dans votre interaction avec l'autre. Et puis au travail, en plus, ce qui est bien, c'est que la communication non violente, genre j'exprime mes émotions, tout ça, bon, ça va être bien dans les relations interpersonnelles perso. Au travail, on peut être un peu plus direct, quoi.
Ouais, non, mais donc toujours sur les faits. Le plus simple, c'est effectivement le droit. Ou c'est un peu le pas de côté, l'ironie, voilà. Mais pour signaler que tu es présent ou présente en disant mais tu voulais dire quoi précisément, Régis ? Voilà, questionner, mais alors attention non plus, cherchez pas forcément à avoir la super répartie, la punchline, oui, mais justement, machin. ça évite le problème de la punchline, parce faire répéter. On vient pas toujours, voilà, et puis surtout, ce qui va... Si vous essayez de faire un trait d'humour, ça peut vite virer en sarcasme déjà. L'humour, ce n'est pas le sarcasme. Ouais. Et puis, ça peut vite être pris... en fait, c'est sujet à interprétation. Le rire, ce qui fait rire, rien de plus subjectif. Bien sûr, bien sûr. Alors que là, on cherche de l'objectivité. Donc ça, c'est à chaud quand ça se passe à la machine à café. Et donc ensuite, vous pouvez aller voir d'abord la personne visée, s'il y a quelqu'un, pour juste s'enquérir de « est-ce que ça va ?» Donc toujours, on repart des faits. Tiens, tout à l'heure, Bidule, il a dit ça. J'ai eu l'impression... que ça te mettait mal à l'aise, je voulais savoir est-ce que ça va. La personne va peut-être vous dire occupe-toi de tes oignons et bon, dans ce cas-là, stop. Mais en même temps, vous lui envoyez le message que vous êtes peut-être une personne alliée et peut-être que quelques temps plus tard, s'il y a une situation problématique et qu'effectivement elle subit peut-être du harcèlement, mais elle était trop surprise, elle était un peu en autodéfense, puis tous les mécanismes d'emprise fait que la victime pense que c'est sa faute, etc. Mais vous envoyez le signal que vous êtes là. Vous pouvez lui dire ok, si un jour tu as envie d'en parler. Voilà. Et peut-être qu'elle va vous dire, et puis l'autre jour il m'a dit ci et il m'a dit ça, et là, attends, là, il se passe quelque chose. Okay. Mais vous êtes là pour, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et puis, on peut aussi, dans un deuxième temps, aller voir la personne qui a dit de la merde, là, c'est le moment un peu de la pédagogie. On va pas faire la pédagogie devant tout le monde, parce que la personne se dira, putain, on vient me faire la morale et tout, elle va se braquer. Donc plus, écoute, l'autre jour il s'est passé ça, moi je t'ai dit que j'étais pas d'accord, j'aimerais bien qu'on en reparle. Et là, vous pouvez essayer un petit peu de lui faire comprendre certaines choses. Donc en 3 temps, à chaud, à froid avec la personne à qui on aurait dit des trucs pas cool, et à froid avec la personne qui a dit des trucs. Et jamais on va voir, on va rapporter à la maîtresse. Ah, la remontée. Eh bien si, donc si, alors ça dépend des faits. Si c'est une fois, je sais pas qui, un mec qui d'habitude pose pas ce problème, fait une blague un peu problématique, raté, qui relève de l'agissement sexiste, voire de l'outrage sexuel, bon, peut-être pas. Si c'est quelqu'un de haut placé, là on remonte. On signale. Mais à qui ? Donc, à qui ? Alors, souvent, la logique, c'est manager, RH, élu du personnel, globalement. Okay. Et donc, si le problème, c'est le manager, tu vas voir les RH. Si le problème, c'est les managers, que le RH font rien, tu vas au-dessus. Technique un peu d'escalade. Parce que les remontées, en fait, parfois, moi, j'ai des cas où des gens étaient au courant, ce n'est pas remonté, et les RH sont alertés à un moment donné où la situation est devenue catastrophique. D'accord. Tout le monde savait, c'était installé. J'ai un jour eu le cas comme ça, on m'a raconté dans une formation, alors c'était avec des RH, etc., qui dit, voyez, on a eu le cas, un atelier dans une boîte industrielle, il y avait une jeune alternante, au début du harcèlement moral, qui se transforme en harcèlement sexuel, mais de la part de plusieurs personnes de l'équipe, une situation hallucinante, elle m'a rapporté des trucs, mais comment c'est possible ? Le chef d'atelier qui participait pas au harcèlement, mais s'est dit, ouais, je peux gérer avec mes gars et tout, sauf qu'il a rien géré entre du tout. Avec Emmanuel Macron également. N'est-ce pas ? Et c'est finalement la jeune fille qui a alerté son école. Heureusement, elle avait un peu un sas et elle a pu en parler à quelqu'un. Voilà, elle a pu en parler à quelqu'un, donc du côté enseignement. Et c'est l'école qui a appelé les RH en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et là... je connais cette personne. Voilà. C'est pourquoi ? Parce qu'il y en a encore des tonnes. En fait, moi, j'ai exactement cette histoire dans mon entourage. Voilà. De jeunes femmes étudiantes, etc. Et c'était, moi, j'avais conseillé, je lui ai dit, appelle l'école immédiatement. Il faut que cette personne soit hors d'état de nuire et il faut qu'elle soit replacée ailleurs. Exactement. Et donc la jeune femme n'osait pas parler parce qu'elle avait peur que son truc soit pas validé. Voilà. Comme d'habitude, quoi. Et d'ailleurs, et intersectionnalité, les personnes les plus fragiles. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire attention. Tout le monde peut un peu repérer des trucs qui pourraient mal se passer. C'est un peu une logique de care. C'est pas de la surveillance généralisée. C'est juste, on fait attention les uns les unes aux autres. Et on sait que les personnes plus jeunes, qui ont peu d'expérience professionnelle, qui sont en situation précaire parce que alternantes, parce que stagiaires, parce que CDD, etc., parce que autres facteurs de discrimination, les femmes racisées, les femmes handicapées, vont être plus facilement victimes de violences parce que les harceleurs, ils sont pas cons. Ils s'attaquent. Alors, il y a ceux qui aiment bien le challenge et qui vont s'attaquer genre aux femmes cadres qui ont du pouvoir. Ça existe. Mais il y a aussi ceux qui sont un peu plus
lâches et qui vont s'attaquer à la brebis la plus faible du troupeau, qui aura le moins de recours possible. Ouais. On va finir là-dessus. Est-ce que tu as l'impression que la sororité, c'est un truc qui prend plus que sur mon ordi? Parce que moi, quand j'écris sur mon ordi sororité, mon Macintosh... il te dit que c'est une faute d'orthographe? Il corrige en sonorité. Il ne connaît pas, c'est pas encore rentré dans sa norme. Écoute... est-ce que tu ressens qu'il y a un truc qui est... Est-ce que les femmes sont plus attentives à ça? Est-ce qu'elles sont plus renseignées? Est-ce qu'elles sont plus soutenantes entre elles? Ça dépend. Alors, sororité, c'est un mot qu'on entend pas mal dans les milieux féministes, mobilisés, etc. Je ne casse pas que dans le monde corporate ou la Startup Nation... ça lève les yeux au ciel, encore. Parfois. Par contre, on a beaucoup... de réseaux féminins, de leadership. Ah oui, les femmes puissantes. Voilà, les girls, vas-y, on va briser le plafond de verre, on négocie son salaire et on est au top de la forme. Donc, ce qui est un petit peu problématique. Et puis alors, surtout un peu problématique quand on n'a pas travaillé sur tout le reste, ce fameux système global, et se dire aux meufs, vas-y, tu es la meilleure, tu vas y arriver. Et puis qu'ensuite, on n'a rien changé au système et qu'elles se prennent un mur. Donc voilà. Et puis surtout, on s'adresse qu'aux femmes du haut de la pyramide quand on fait ça. Mais au moins, il y a cette logique de réseau, on parle entre nous, elles peuvent se rendre compte qu'elles vivent les mêmes situations, que c'est pas dans leur tête, etc. Donc, oui, ou reconnaître chez la jeune de 25 ans ce qu'elles ont subi 20 ans avant. Même s'il y a aussi le phénomène, moi j'ai survécu, j'ai serré les dents, syndrome de la survivante, tu vois, c'est pas si grave. Et puis la misogynie intériorisée. Je serais si malheureuse en entreprise, les amis. Voilà. Donc ça commence, et puis tu commences à avoir des réseaux aussi interentreprises de les mecs ils font leur boys club, nous aussi on va faire nos trucs, vas-y, etc. Mais il y a encore du chemin pour la sororité dans le monde du travail, même si on essaye de faire en sorte que ça progresse. Ok. Je voulais qu'on finisse mieux que ça. J'ai envie de chialer. Ouais, ça m'a foutu un peu les poils. Non, j'ai une bonne nouvelle. Vas-y, donne-nous une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc, nous sommes en 2026. La France doit transposer et il y a un projet de loi qui est publié ces jours-ci là, sur la transparence des salaires. Donc, oui, c'est vrai. Vous avez peut-être entendu parler, il y a une directive européenne. On va pouvoir savoir combien gagne le sur gars la transparence des salaires. Donc globalement, qui va renforcer ce qui existe déjà, mais permet d'aller plus loin. C'est des gros chantiers. D'ailleurs, si vous êtes DRH, si vous êtes dirigeant, intéressez-vous au sujet parce que c'est pas un truc que vous allez régler en 3 coups de cuillère à peau. C'est plusieurs mois de boulot, potentiellement, voire plus d'1 an, pour mettre les choses un peu au carré. Ça va aller quand même vers plus d'égalité salariale. Après, ça va pas tout résoudre. Mais on a dit qu'on finissait sur une note positive, donc je vais pas dire les élus, dans les cabinets d'élus aussi, on aura les salaires des gens? Alors ça, je ne sais pas. Puis comme toujours, l'État, et c'est le fait que je dis parce que je fais, plus mauvais employeur de France. Et dans le milieu de la politique, où les assistantes parlementaires qui sont une espèce de statut à la con, avec pas tous les recours que peuvent avoir des salariés en entreprise. Et quand vous êtes dans des grosses boîtes, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des process, il y a des services RH. C'est souvent beaucoup plus dur quand on est dans les PME. Ouais, bien sûr. Voilà. Okay. Donc voilà, cette directive sur la transparence des salaires, ça va quand même dans le bon sens. Alors ça va pas forcément jouer sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, mais au moins sur la rémunération, on avance dans le bon sens. Ok, merci Marine pour ce petit point positif. Ouais, je te disais, des fois j'ai eu des petits, un petit peu les poils à base de... Mon Dieu, encore, toujours, mon Dieu, je connais cette histoire. Mais bon, écoute, tant mieux. Marine Pétroline, avec son livre qui s'appelle Guide, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent d'un coup, Guide de déconstruction du sexisme au travail. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Voilà, la déconstruction, on le rappelle, n'est pas une démolition, il s'agit de se déconditionner. Et se reconstruire, déconstruire pour reconstruire, en mieux. Moi, je préfère dire déconditionner, parce qu'on trempe nos culs dedans sans s'en rendre compte. Voilà. Bon, merci beaucoup Marine, c'était bien chouette. Merci. Et continue à aller leur montrer. Je continue. Tu rentres par la porte, par la fenêtre, tu passes à droite, à gauche, je passe au milieu. Partout et je me déplace. Voilà. Et je me déplace partout où il y a du sexisme, un micro et un chèque. Ah bah dis donc, ça tombe bien, c'est pas fini là, donc t'as du taf. Bon, merci Marine, c'était cool. Chronique du sexisme ordinaire sur Insta et en podcast évidemment. Voilà. Bon, merci Marine, bis. Merci Salut camarades de nous avoir écoutés. Au revoir.